Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Il est un petit peu plus de 18h30. On est comme d'habitude en direct dans le studio de Boursorama pour ce webinaire consacré au PEA profilé, profil, performance, fiscalité. On va tout vous expliquer et justement, on va commencer par deux mots. Le premier, c'est PEA. Par là, j'entends bien sûr plan d'épargne en action, produit qui permet d'acquérir des actions d'entreprises françaises ou européennes tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse sous certaines conditions. Et puis le deuxième mot, c'est profilé. Parce que oui, pour tous ceux qui n'ont pas forcément le temps ou qui peuvent ne pas se sentir à l'aise avec les marchés, eh bien pourquoi pas déléguer la gestion de son investissement à un expert, en l'occurrence Amundi, leader européen de la gestion d'actifs et partenaire de Boursorama pour cette offre de PEA profilé. Et pour vous présenter l'offre, ses caractéristiques, ses avantages, son fonctionnement, eh bien, j'ai deux experts avec moi sur le plateau. David Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi. Bonsoir David Olivier. Bonsoir Laurent. Et Thomas Baudry, chef de produits bourse chez Boursorama, chez Boursorama, pardon. Bonsoir Thomas. Bonsoir Laurent. Bon, bien sûr, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, celles effectuées au moment de l'inscription et celles que vous n'allez pas hésiter à nous poser dès maintenant en direct et qui apparaîtront sur la tablette qui est à côté de moi. Et puis, on le sait, le but de ces webinaires, c'est toujours d'être le plus pédagogique possible, le plus didactique. Donc forcément, Thomas, on commence par un petit rappel nécessaire sur ce qu'est le PEA. Absolument. Donc le PEA, on le rappelle, c'est une enveloppe fiscale qui vous permet d'acquérir des titres. Petit rappel historique, elle a été créée en 92 à l'époque pour essayer d'encourager le développement de l'actionnariat populaire en France, qui est relativement peu développé par rapport à d'autres pays européens ou non. Et donc, initialement, c'était une enveloppe qui permettait d'investir dans les entreprises françaises. Oui. Le périmètre a été élargi à l'Europe en 2003. Et donc maintenant, on a tout un périmètre donc, de sociétés françaises, européennes, mais aussi d'ETF et d'OPCVM, donc de produits qui investissent dans ces sociétés, que l'on peut loger au sein d'un PEA. Et je crois que quand on parle d'Europe, c'est même pas forcément, c'est un peu plus que l'Union européenne. Je crois que c'est l'espace économique européen. C'est ça, il suffit d'avoir le siège social dans un pays. Donc on peut avoir aussi des entreprises comme des activités, encore même en dehors de l'Europe, il suffit d'avoir son siège social dans un pays de l'espace économique européen. Exactement. D'accord. Et donc, pour encourager évidemment l'actionnariat, rien de mieux du côté de l'État que de faire une petite ristourne fiscale. Allez. Voilà, exactement. Donc, j'ai failli dire carotte fiscale, mais vous étiez plus correct que moi. On peut le dire aussi. Donc, très simplement, on a un schéma en fait, qui permet de bien visualiser le fonctionnement du PEA parce que ça permet aussi, je pense, d'anticiper quelques questions, notamment sur les différentes poches, les différents comptes et le fonctionnement. Donc, il est à l'écran à côté de vous. Voilà, on va le détailler pour en savoir un peu plus. Donc, un PEA, c'est un compte dans lequel vous avez deux sous-comptes, un compte espèce et un compte titre. Donc, pour alimenter votre PEA, on peut verser donc, des euros dans le compte espèce du PEA. Et ensuite, avec l'argent qui est contenu dans ce compte espèce, on peut acheter des titres, souscrire des parts d'OPCVM avec cet argent-là. Et donc, ensuite, ces titres sont logés eux aussi dans le PEA. Ces titres, parfois, peuvent générer des dividendes, des coupons, qui du coup seront automatiquement réinjectés dans le compte espèce du PEA. Et ensuite, évidemment, aussi, vous pouvez les céder. Et en quel cas, le solde de la vente sera aussi dans le compte espèce. C'est très important de dire ça parce qu'il y a une notion dans le PEA de plafond de versement. Oui. C'est-à-dire que le compte espèce, vous pouvez l'alimenter qu'à hauteur de 150 000 euros. Alors, ça reste une certaine marge. En moyenne, les PEA sont alimentés autour de 15 000 euros, mais la valorisation des PEA est à 15 000 euros en France, mais en tout cas, le plafond est à 150 000 euros. Mais on le voit, tant qu'on reste dans le circuit en fait, du PEA, la valorisation peut augmenter. Si on fait les bons choix, on peut avoir un PEA qui vaut nettement plus que 150 000 euros. Le vrai seuil important, c'est, si j'ai bien compris, c'est l'argent que je vais verser sur ce compte espèce. L'argent qu'on verse depuis un compte courant. Oui. Mais ensuite, le fruit de vos ventes, si vous faites de belles plus-values, ou bien les dividendes, si jamais les sociétés dans lesquelles vous investissez vous versent des dividendes, elles restent dans le compte espèce. Et l'autre notion aussi importante et avantage particulier que le législateur a voulu donner au PEA, c'est que tant que vous restez dans cet univers plus ou moins fermé du PEA, il n'y a pas de fiscalité qui s'applique. Donc déjà, c'est un premier avantage fiscal parce que dans un compte titre, vous payez la fiscalité au fur et à mesure donc, des détachements de dividendes ou des ventes. Là, vous avez une sorte de report de fiscalité qui fait que finalement, tant que vous n'êtes pas sorti de cette enveloppe du PEA,
vous continuez à faire travailler vos impôts finalement puisque vous ne les payez qu'à la fin. Ça marche pour les taxes et les prélèvements, Thomas? Oui, absolument. Il n'y a aucun frottement fiscal, c'est le terme qu'on utilise parfois, au sein du PEA. Et la seule taxation se fait lorsque vous sortez donc, de cette enveloppe du PEA. Et là, même dans ce contexte-là, elle est aussi plus douce que, on va dire, le régime légal, puisque, enfin, plus douce après 5 ans, puisque si vous sortez en fait avant 5 ans, vous êtes imposé donc, au régime en vigueur qui est encore aujourd'hui la flat tax de 30%. Donc le prélèvement forfaitaire. Hein, exactement, le prélèvement forfaitaire unique, le PFU en français, en bon français. Ouais. Et par contre, du coup, si vous sortez avant 5 ans, évidemment, le compte est fermé aussi, ça c'est une règle du PEA. En revanche, pour un PEA de plus de 5 ans, là, c'est uniquement donc, les sorties donc, vers un compte courant qui seront taxées à hauteur de 17,2%, donc uniquement les prélèvements sociaux qui s'appliquent. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu qui s'applique après 5 ans. Bon, voilà pour le fonctionnement du PEA. Forcément, il fallait qu'on s'arrête un petit peu sur cet aspect fiscal. Vous l'avez dit, c'est un des avantages de l'enveloppe. Intéressant de le comparer avec ce qui se passe plus généralement en matière de taxation des particuliers en France. Exactement, puisque on le voit, donc là on a un petit panorama de différentes sources de revenus qu'on peut obtenir en France, donc les revenus du travail et les revenus fonciers et les revenus aussi du capital qui se distinguent selon les enveloppes dans lesquelles on détient donc, ces produits qui génèrent des revenus du capital. Et on le voit que le PEA de plus de 5 ans est finalement l'une des options, et si ce n'est l'option la plus avantageuse fiscalement, puisque dans un PEA au-delà de 5 ans, seuls les prélèvements sociaux sont dus, alors qu'on voit que dans tous les autres cas, on a plus de fiscalité, puisque dans les revenus du travail, vous avez les prélèvements sociaux, donc la CSG, CRDS pardon, qui s'appliquent, plus ensuite l'impôt sur le revenu. Les revenus fonciers viennent s'ajouter à votre tranche marginale d'imposition, donc suivant votre tranche marginale d'imposition, vous pouvez être imposé jusqu'à plus de 60% sur ces revenus fonciers. Et ensuite, dans une assurance vie, alors là, vous avez certains cas où vous êtes aussi imposé à 17,2, mais il y a des limitations, c'est-à-dire c'est uniquement un certain montant de retrait par an dans lequel vous pourrez bénéficier de ce taux de 17,2. Après, c'est un taux entre 24 et 30% qui s'applique selon les cas. Donc on le voit, les revenus en fait, issus des gains d'un PEA sont parmi ceux les moins taxés en France. Les seuls qui sont moins taxés, finalement, ce sont ceux des livrets réglementés qui sont, eux, sont totalement exonérés d'impôts, comme le livret A ou le LDDS. Bon, voilà, et peut-être pour compléter ce que vous venez de dire, souvent, notamment pour les investisseurs débutants, il y a cette question, est-ce que j'ai plutôt intérêt à ouvrir un compte titre ou un plan d'épargne en action et vous avez dit, tiens, ça va être intéressant de faire le match de la fiscalité en tout cas, entre les deux. En fait, ça permet de bien visualiser en fait, l'impact de cette imposition, puisque 17,2, 30%, ce sont des notions un peu, voilà, toujours, c'est dur de les appréhender tant qu'on n'a pas les vrais chiffres. Oui. Mais donc, on le voit pour quelqu'un qui hésiterait entre un compte titre et un PEA. Alors évidemment, il y a le critère de l'univers d'investissement. Si les titres que vous souhaitez acheter ne sont pas éligibles au PEA, alors là, il n'y a pas vraiment de question à se poser, il faut aller vers le compte titre. En revanche, pour des titres qui sont éligibles au PEA, si votre horizon d'investissement est supérieur à 5 ans, alors là, on voit que l'impact en fait, de l'économie fiscale que l'on peut avoir avec le PEA est assez forte. Et notamment, par exemple, si vous faites une performance de 100%, vous voyez que l'impact est assez fort et que si vous souhaitez avoir finalement une performance nette de fiscalité supérieure en compte titre, il va falloir que vous ayez une performance brute qui soit beaucoup plus élevée. Oui. Donc finalement, n'investir en compte titre que si l'on est sûr, mais on n'est jamais sûr, de générer une performance supérieure qui permettra d'effacer finalement cet inconvénient fiscal. Pas facile, effectivement. Pas facile, non. Et si vous avez des questions, d'autres questions sur justement les différences entre le compte titre et le plan d'épargne en action, autre que sur la fiscalité, n'hésitez pas à les poser. Julien, tiens, nous envoie une question en direct. On va la prendre tout de suite parce qu'elle concerne ce que vous venez de dire. Les prélèvements sociaux s'appliquent uniquement sur les bénéfices, nous demande-t-il? Sur les plus-values, j'imagine. Oui, voilà. Évidemment, les sommes que vous avez versées, les versements ne sont pas imposés, donc c'est uniquement lorsqu'on sort du PEA, on va faire la différence évidemment entre la valorisation du PEA et ce qui a été versé en numéraire, donc ce qui a été versé en euros, et les prélèvements sociaux après ne s'appliquent évidemment que sur la partie des gains qui ont été effectués et non sur le capital. Concernant la créativité fiscale en France, c'est le genre de question qu'il vaut mieux poser quand même. Hein. Donc voilà pour ce récapitulatif du PEA et notamment de sa fiscalité, mais bien sûr il faut qu'on en vienne à l'option qui nous intéresse ce soir, celle de la gestion profilée disponible sur Boursorama. Là aussi il va falloir tout nous expliquer. Absolument. Donc on l'a dit, hein, le PEA, donc dans la poche titre du PEA, on peut loger beaucoup de choses. Donc on a dit des actions, des ETF, des OPCVM.
Et la plupart des établissements bancaires proposent toujours une option, enfin souvent une option donc, de gestion profilée, c'est-à-dire où vous laissez les clés du camion, si j'ose dire, à un gérant. L'avantage de chez Boursorama, c'est que vous pouvez faire cohabiter, j'anticipe aussi, je pense, des questions, la gestion libre et la gestion profilée, c'est-à-dire que vous pouvez dire je souhaite confier 100% de mon PEA à un gérant, mais vous pouvez aussi souhaiter conserver une poche en gestion libre et mettre uniquement une poche spécifique en gestion profilée. Donc pour souscrire à la gestion profilée, c'est relativement simple puisqu'on a un versement initial de 100 € minimum. On peut voir la slide à l'écran. Oui, on a une slide à l'écran. Voilà, merci beaucoup. Donc pour ouvrir cette poche de gestion profilée, c'est à partir de 100 €. Ensuite, il y a cette option aussi très intéressante de la possibilité de mettre en place des versements libres programmés, c'est-à-dire d'investir régulièrement la même somme sans avoir besoin de se connecter à son espace client et de passer ses ordres. Voilà, exactement. Chaque mois, donc là, on peut choisir et là, encore une fois, c'est très accessible puisqu'on peut commencer à partir de 20 € par mois. Et encore une fois, là, donc la colonne qu'on aime bien avec beaucoup de zéros, c'est-à-dire qu'on... C'est pas une slide, c'est une colonne, là, mais elle est pas mal quand même, effectivement. Il n'y a pas de frais d'adhésion et de sortie, évidemment, dans le PEA profilé. On n'a pas de frais sur versement. Et évidemment, si vous souhaitez changer de profil, on n'applique aucun frais non plus de changement de profil. Bon, voilà, c'est vrai, effectivement. Toujours bon de le rappeler. Peut-être un point rapide, mais on va bien sûr rentrer en détail sur les profils. Il faudra nous expliquer aussi, parce qu'on ne laisse rien au hasard. On a un profil, ça on a bien compris. SRI, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Il va falloir nous expliquer ce que c'est. Exactement. Alors, effectivement, le PEA profilé est ce qu'on appelle dans le jargon un produit à conseil. C'est-à-dire qu'avant de souscrire, on va vous poser quelques questions pour déterminer votre profil investisseur. Donc votre appétence au risque, votre horizon d'investissement, votre capacité à subir des pertes, des questions qui mélangent à la fois de la connaissance et un peu de la psychologie. Et en fonction des réponses que vous allez apporter à ces questions, on va vous conseiller un profil qui correspondra à votre profil investisseur. Donc c'est très simple, il y a une échelle finalement, le critère principal est l'échelle de risque. Donc il y a un profil qui est prudent. Donc le SRI, c'est une échelle qui permet de mesurer le risque, la volatilité finalement. Donc on aura, dans un profil prudent, on aura une espérance de gain, on va dire plus faible que dans un profil dynamique, mais aussi une volatilité, donc un risque de perte qui sera évidemment aussi plus faible. Donc en fait finalement on réduit l'amplitude des variations possibles. Et donc le PEA équilibré et une version équilibrée, on peut aller un peu plus dans les deux sens. Et évidemment le PEA dynamique, lui qui est réservé plutôt aux profils long terme et qui sont prêts à subir des pertes, mais aussi qui souhaitent des espérances de gains plus élevées. Et on a aussi une version responsable où là, on est un focus plus spécifique sur donc, tous les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et qui permet d'avoir un profil un peu plus axé justement sur toutes ces questions d'investissement responsable. On va prendre les questions directes parce qu'on est là aussi. Beaucoup de gens qui nous regardent, de clients nous demandent, mais est-ce qu'une sortie d'argent après 5 ans ferme un PEA GG aussi qui nous demande, avec un retrait au-delà de 5 ans, le PEA n'est-il pas soldé? Non. En fait, les retraits avant 5 ans entraînent une clôture automatique du PEA. Oui. Après 5 ans, vous pouvez faire des retraits sans que ça clôture votre PEA. Bon, voilà, réponse très claire. On avait des questions aussi sur l'offre profilée au moment de l'inscription. Vous l'aviez bien deviné, Thomas. C'est un Thomas d'ailleurs qui nous demandait, peut-on changer de profil au sein d'un PEA? C'est pas vous, au moins. Peut-on changer de profil au sein d'un PEA en cours d'année? Oui, on peut changer de profil à tout moment. Oui. C'est très simple, depuis votre espace client, vous avez un bouton gestion profilée, où là vous avez toutes les options de gestion possibles, c'est-à-dire changer de profil, faire un nouveau versement, mettre en place un versement programmé, modifier un versement programmé. La seule chose, pour changer de profil, évidemment, on vous reposera le questionnaire investisseur, puisque d'ailleurs ça peut être aussi une occasion de temps en temps de refaire ce questionnaire pour savoir si vous êtes toujours, le profil d'investissement, le profil du PEA que vous avez choisi est toujours en phase avec votre profil d'investissement. Mais donc c'est obligatoire de le refaire si vous voulez changer. Ça peut surprendre des clients qui ne s'attendent pas forcément à avoir ce questionnaire. Il faut bien dire qu'il est normal et qu'effectivement il faut essayer de le faire le plus sérieusement possible puisque ça va déterminer le profil qu'on vous recommande afin qu'il soit le plus adapté à vos besoins finalement. Vous avez déjà un petit peu répondu, mais on va le redire. Thierry, j'ai déjà un PEA, peut-il cohabiter au sein d'un profil géré par des spécialistes? Flavien, peut-on transformer un PEA normal en PEA profilé? Alors cette coexistence, substitution, complémentarité entre un PEA qui serait en gestion libre et un PEA en gestion profilée. Comment ça marche, Thomas? Alors, elle est 100% possible. Et peut-être juste une petite précision. Finalement, on ne transforme pas un PEA en PEA profilé. En fait, le PEA profilé est une offre de gestion au sein du PEA. Oui. Donc, on l'a dit, dans beaucoup d'établissements bancaires, ce sont des notions qui sont exclusives, c'est-à-dire on doit choisir entre gestion libre et gestion profilée. Ça a le mérite de la simplicité, mais il y a moins d'options possibles. Là, finalement, vous avez 3 choix possibles. Vous pouvez être 100% en gestion libre, 100% en gestion profilée, ou bien vous pouvez faire les deux. Voilà.
On a même des clients qui... Oh, ça défile là, je suis noyé sous les questions. On va essayer de tout répondre. Florian nous demande, peut-on arrêter la gestion profilée à tout moment? Oui, on peut repasser en gestion libre quand on le souhaite. On solde sa position sur le profil du PEA. Et donc on récupère les espèces disponibles. Et là, on peut soit choisir notre profil, soit évidemment réinvestir ou soit retirer les fonds si on le souhaite. MG nous demande si on peut combiner plusieurs profils. J'imagine qu'il veut peut-être parler de combiner plusieurs profils de gestion, peut-être un offensif, un dynamique, on peut faire ça, même s'il faudrait voir l'intérêt. Non, la réponse est non, effectivement, on a un choix de profil, puisqu'on a un profil possible. Alors on peut le changer, mais ça voudra dire qu'on passera sur un nouveau profil. Alain nous dit, peut-on faire un versement ponctuel si on a déjà un versement régulier programmé, et si oui, comment le faire? Oui, toujours dans cette option, donc ce menu en fait, finalement, du PEA où vous pouvez choisir les actes de gestion. Le fait d'avoir un versement libre programmé sur le PEA n'empêche pas de faire des versements complémentaires. Bon, ben voilà, déjà on a répondu à une batterie de questions avant de passer la parole à David Olivier. Et il y a aussi une question de Balden qui dit, y aura-t-il un replay de votre intervention? Mais bien sûr, et j'espère surtout que ce sera rapidement mis à disposition, j'espère dans la semaine qui vient, Balden. Voilà, donc pour continuer, poser des questions, on est là pour ça. Voilà pour cette première partie et cette présentation du PEA. Et donc je me tourne vers le chauffeur du camion. Oui. Voilà, puisqu'on vous a donné les clés. On aime bien, David Olivier, là aussi commencer par un petit bilan des marchés, de l'état de la planète finance au moment où on se parle. Cette année, j'ai l'impression qu'il y a plutôt, avec peut-être quelques petits bémols, mais il y a plutôt de quoi avoir le sourire, car elle a été positive pour une grande majorité d'actifs. Exactement, Laurent. C'est vrai que ça reste 2024 une belle année. Bon, l'année n'est pas finie. On est le 28 novembre. Peut-être qu'il y aura un rallye. On parle du rallye de fin d'année. C'est Thanksgiving. Les marchés français, c'est un peu... Demain, les marchés sont fermés aux États-Unis. Enfin, ils sont ouverts aux États-Unis, mais ce serait une demi-séance. Donc, on arrive vite à la fin du mois. Il reste bien sûr le mois de décembre. C'est un mois qui est assez particulier. On a connu parfois des rebonds assez significatifs sur cette période. On appelle ça le rallye de fin d'année. Là, pour l'instant, les choses sont plutôt relativement figées. On a une année qui est de bonne facture. Vous l'entendez peut-être un peu dans le ton que j'emploie, il y a évidemment quelques déceptions. Oui. Et ces déceptions, elles se concentrent malheureusement peut-être un peu sur la zone euro et notamment sur la France. Oui. Voilà, on a peut-être un slide à vous présenter sur les différentes classes d'actifs. C'est un exercice qu'on fait tous les ans. Alors là, on l'a fait un peu en anticipation, on a arrêté ça au 5 novembre. C'est très joli en tout cas, il va falloir nous expliquer ce qu'on est censé retrouver. Exactement. Alors, ce qu'on voit déjà assez nettement, c'est qu'il y a du vert. Oui. Et il y a du vert notamment en 2024. Donc, c'est que c'est plutôt positif. Vous avez des dégradés de vert. Lorsque vous avez du vert foncé, c'est-à-dire que vous avez des performances à 2 chiffres en pourcentage, et ainsi de suite. Plus c'est clair et moins la performance est forte. Et ce qu'on voit en 2024, c'est qu'il n'y a pas de rouge vif. Ça veut dire qu'il n'y a aucune classe d'actifs qui a une performance négative à 2 chiffres. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'accident majeur sur une classe d'actifs. Là, on le voit, donc on en a retracé 30, donc ça reste un grand panel. Et on a 24 classes d'actifs qui sont positives sur l'année 2024. Donc l'année 2024 s'inscrit un peu dans la même veine que 2023, 2021 ou 2022, qui ont été finalement plutôt des bonnes années, des bons crus sur les marchés. Bien sûr, dans tout ça, on a quelques perdants. Et dans ces perdants, évidemment, il y a l'Europe. Ce qu'on peut peut-être essayer de revoir un peu sur le panel, sur le panorama peut-être, excusez-moi, de ce qui s'est passé dernièrement. On ne va pas faire la rétrospective de l'année 2024. Il y a des points réguliers, voilà, vous pouvez les voir sur les Bourses-Focus. Les Bourses-Focus. Sur la rubrique vidéo. Tout à fait. J'ai eu l'occasion déjà de m'exprimer sur tout cela. Là, ce qu'on peut, juste en un mot, ce qui fera, je pense, l'année 2024, c'est la résilience de l'économie américaine. Ça, je pense que c'est vraiment le grand facteur de l'année et ce qui explique la surperformance de cette zone. Il y a eu des événements tout au long de l'année, puisque l'année 2024 était une très grosse année électorale. Plus de la moitié de la population en âge de voter est allée aux urnes en 2024. Et donc, qui dit année électorale, dit aussi... changement d'orientation politique et peut-être influence sur les marchés. Des surprises. Oui. Et des surprises, on en a eu. On en a eu en Europe, évidemment. On a eu les législatives.
On a eu la dissolution en Ça, France. c'était pas à l'agenda au départ, hein, on se les rajoutait en cours de route. C'était pas prévu. Évidemment, voilà, l'incertitude, ça crée de la volatilité, on en a parlé tout à l'heure. Donc On peut parler de marchés l'incertitude en Allemagne, hein, qui a eu effectivement... Très dernièrement, Oui. effectivement, là on a appris ce mois-ci que il y aura dissolution de la cohabitation, de la coalition, excusez-moi, en Allemagne. Et donc les Allemands vont repartir aux urnes en février, vraisemblablement. Il peut en sortir des choses positives, en tout cas, c'est ce qu'on J'espère. on espère, ce qu'on essaie de quantifier. Mais la plus grosse surprise, même si peut-être que ce n'en est pas une pour tout le monde, c'est évidemment l'élection de Trump aux États-Unis. L'élection américaine, hein, c'est un élément qui change. Vous avez failli dire game changer, vous êtes retenu juste à temps. Vous avez vu, hein, j'ai rebondi. Évidemment, ça perturbe les marchés, notamment parce que finalement, les instituts de sondage américains, clairement, eux, ne l'avaient pas vu. Hein. En tout cas, toutes les données qui avaient été remontées presque avant l'élection. Exactement, quelques heures encore avant les résultats de l'élection, on s'attendait à ce que Kamala Harris soit élue. La victoire, elle a été claire, nette et franche. On a su quelques heures après. Pas de discussion pour le coup. Voilà, on pouvait s'attendre à plus de 60 jours de délibération, de recomptage, de voir les fameux swing states. Finalement, à 9h, 9h30, enfin en Europe en tout cas, on avait déjà le résultat. Donc ça, c'est un élément qui va faire changer les choses. Trump, c'est Trump 2.0, 47e président des États-Unis. Cette fois-ci, il est bien mieux préparé qu'en 2016. On le voit, hein, il a déjà nommé... qui est prêt à entrer en fonction. Des nominations qui ont déjà eu lieu, quelques-unes étonnantes, d'autres plus rassurantes. Le secrétaire général au Trésor, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a d'autres éléments, notamment peut-être sur la santé. Oui, avec un ministre de la Santé anti-vax. Voilà, ça peut être plus étonnant. Voilà, ce qui a fait les marchés, puisque cette élection américaine a eu des conséquences très rapides. Évidemment, on a vu les marchés américains progresser. Notamment un indice qui est peut-être un peu moins connu de nos clients, qui est le Russell 2000. Ça, c'est les moyennes et petites capitalisations américaines. Exactement. Alors, petite capitalisation... Oui, à l'échelle des États-Unis. Oui, à l'échelle des États-Unis, hein, parce que leur small cap, c'est à peu près nos large cap. Enfin, voilà, c'est des grandes entreprises quand même de grande capitalisation, mais c'est des petites capitalisations pour les États-Unis. Et cet indice a particulièrement performé, même par rapport au Nasdaq, l'indice technologique, ou le S&P 500, qui est l'indice industriel américain. Et donc on a appelé ça les Trump Trades, donc les tendances, les achats qui ont été réalisés à la suite de l'élection américaine. La partie plus négative, ça a été plutôt l'Europe sur cette période. Justement, je crois que vous avez une slide qui nous montre ça, qui nous montre à la fois la performance assez incroyable des marchés américains, l'hyperconcentration, on n'en a pas parlé, mais qui fait aussi qu'on retrouve dans finalement les indices mondiaux une grande partie de la performance américaine. Une Europe qui est un petit peu, on va dire, un peu moins bien placée, et puis la France qui, pour le coup, souffre un petit peu, il faut le dire. C'est exactement ça, c'est ce que vous avez bien résumé. On est dans cette situation où, aux États-Unis, hein, donc là, on a des performances qui sont arrêtées j'ai essayé de faire quand même assez proche de notre webinaire, donc on est au 15 novembre. Vous avez des performances à 30% côté US, hein, pour arrondir. L'indice mondial, hein, qu'on nomme MSCI World, donc c'est l'indice des actions internationales, qui est composé quand même à 73% d'actions américaines, qui suit quand même la tendance de ce qui se passe aux États-Unis. C'est 24% de performance depuis le début de l'année. Vous avez les marchés émergents, toujours compliqué de parler des marchés émergents, parce surtout en ce moment. Des profils assez divers. Voilà. Entre l'Inde, où il y a eu une très très forte performance, c'était une recommandation aussi que l'on avait, et la Chine, qui a plus souffert sur la période. Ce sont quand même... il y a eu des éléments contrastés, hein, sur la Chine. La Chine, c'est le vrai problème, le vrai sujet de la Chine, c'est évidemment l'immobilier. On a attendu une partie de l'année, une relance qui n'est pas tout à fait venue, en tout cas pas dans l'ampleur dans laquelle on l'espérait. Et c'est ça, exactement. Donc on pourrait s'attendre à d'autres relances, peut-être lorsque M. Trump sera vraiment installé, lorsque les discussions, notamment sur les taxes douanières qui vont être imposées à la Chine, seront évoquées. Là, à ce moment-là, peut-être que la Chine pourra réagir plus fortement.
Donc c'est une position qu'il faut quand même regarder, on est quand même attentif sur cette zone, mais effectivement ça a déçu sur l'année 2020. David Olivier, pourquoi on parle de ça? Parce que effectivement, je pense que les clients, les gens qui nous regardent se disent « Oh, j'ai entendu parler de performances incroyables en bourse », mais là on parle du PEA, plan d'épargne en action, et on l'a dit avec Thomas sur les actions européennes. Donc quand on regarde ce graphe, il faut plutôt regarder les performances des colonnes du milieu et peut-être se détacher un petit peu des chiffres qu'on a entendus, notamment quand on a parlé des GAFA ou de Nvidia sur les performances incroyables de l'IA. Tout à fait, exactement, on en est là, effectivement, il y a je l'ai exprimé tout à l'heure, il y a eu des gagnants, il y a quelques perdants. Dans cet ensemble, on a un ventre mou avec un Eurostock, donc c'est l'indice des actions les grandes valeurs européennes, les 50 plus grandes valeurs européennes, qui atterrit autour de 7,5%. Mais vous avez aussi l'indice du CAC 40, qui est donc plus rattaché directement à ce fameux PEA, cette enveloppe fiscale française, qui est typiquement française, qui n'existe nulle part ailleurs en Europe, et qui là accuse une performance négative, donc à moins 46% avec les dividendes réinvestis. Donc c'est vrai que la déception, elle est là. Elle s'explique par différents facteurs. On a évidemment une situation budgétaire en France qui inquiète. Une situation politique qui est également relativement incertaine. On peut le dire aussi, des groupes notamment exportateurs, le luxe, qui ont été exposés au ralentissement chinois dont vous parliez. Voilà, aussi. ça c'est très important ce point-là, puisque en fait l'Europe est un pays qui est ouvert au monde. Contrairement à peut-être d'autres zones économiques. Et donc, on a besoin de la croissance mondiale pour que nos entreprises européennes, et françaises surtout, puissent se développer. Et là, nous avons une économie globale qui est en déséquilibre. Une Amérique qui tient fort, résiliente, mais qui est aussi un peu auto-centrée, qui ne va pas favoriser nos entreprises. On l'a vu peut-être avec des valeurs comme Stellantis ou Volkswagen. L'automobile a quelques difficultés, notamment sur le marché américain et par ses annonces de taxes. Et puis vous avez le pays un peu malade, la Chine qui a ses difficultés. Une crise immobilière, ça ne se règle pas en quelques mois. C'est un moment qui est difficile à passer. On a l'espoir d'avoir des relances. Et c'est vrai que cette relance, et on l'a vu cet été lorsqu'on a eu ces brides d'informations comme quoi il y aurait de la relance, vous l'avez vu tout de suite, les valeurs du luxe on rebondit massivement. Donc on sait que les investisseurs seront prêts à revenir lorsqu'on aura un peu plus de clarté sur les marchés. Bon, voilà, sur ce point macro, c'est un petit peu long, mais c'est pour bien comprendre ce qui se passe effectivement et pour comprendre comment ça affecte in fine les investissements qui sont au sein de ce PEA profilé. Justement, rentrons un petit peu dans le détail de la composition et des différents profils et notamment de leur exposition aux actions. Exactement, bon, vous savez, donc maintenant il y a 4 profils. Donc on a des profils qui sont des gestions diversifiées. Donc ces profils ont une allocation action qui varie en fonction des SRI que vous avez évoqués, ces indices de l'échelle de risque. Voilà, c'est l'échelle de risque. Donc le profil offensif responsable a une allocation de 90% d'actions, 10% étant investi sur des supports monétaires. Le profil dynamique, 82% d'actions, 18% de supports monétaires. Ce n'est pas du cash, il faut bien le préciser quand même, parce qu'on pourrait penser que, comme dans le PEA, vous avez cette partie titre, et puis cette partie on laisse cash. Une grosse partie sur le compte espèce. Voilà, le compte espèce qui ne travaille pas, sur lequel vous n'avez pas de rémunération. Là non, c'est vraiment investi. Nous avons des supports monétaires qui aujourd'hui rapportent entre 3 et 4%. Donc c'est de l'argent qui travaille, et vous avez donc le profil équilibre, 54% d'actions aujourd'hui, 46% en monétaire. Et enfin, le profil prudent, 18% d'actions, c'est 82% de support monétaire. Il va falloir nous expliquer également la notion de borne d'exposition. Parce que là, on a les allocations, mais il faut rentrer un petit peu plus dans le détail. Exactement, c'est un point qui est important puisque ces bornes varient. En fait, vous avez une certaine souplesse d'action au sein de cette grande allocation. Tout à fait. Bien. En fonction du contexte de marché et de la tendance, on a cette possibilité d'aller faire varier un peu nos expositions. Donc là, vous le voyez, sur le profil responsable, on peut aller de 85 à 100% d'actions. Aujourd'hui, 90%, vous voyez, on est quand même un peu plus protecteur, un peu plus... Au milieu, quoi. On est au milieu, voilà. Bon, disons qu'on ne souhaite pas forcément aller à 95, voire 98% d'actions dans le portefeuille. Dans le contexte, on préfère attendre d'avoir un peu plus de visibilité sur le marché. Dans le profil
Dynamique, vous êtes entre 60 et 100% d'action. Là, par contre, on est à 82%. Je vais aussi vous l'exprimer parce que c'est important peut-être de le préciser à ce moment-là. Le profil offensif responsable, c'est un profil européen. On est investi sur des actifs européens. Ce n'est pas le cas dans le profil dynamique. J'allais vous dire, mais ce n'est pas le cas du reste, oui, justement. Voilà, le profil dynamique, nous avons cette possibilité d'être investi sur une zone internationale. Donc on diversifie notre poche. On ne va pas se cacher. Pas faire trop dans la technique. Voilà. Oui, en tout cas, c'est une possibilité. C'est une possibilité qui est donnée et on a pris ce pari de le faire. On va peut-être le voir dans le détail quand on va reprendre profil par profil. Mais voilà, dans ce profil dynamique, donc nous sommes un peu plus confiants et donc nous avons 82% d'actions dans ce profil dynamique. D'accord. Dans le PEA profilé équilibre, entre 30 et 80% d'actions. Là, nous sommes à 54%, donc vous voyez un peu plus que la borne, que la moyenne. Et dans le profil prudent, entre 0 et 20, nous sommes à 18%. Bon, et là, roulement de tambour, forcément, c'est le moment que les gens attendent, celui où on parle des performances de ces différents profils à un horizon court, moyen et puis moyen-long terme un petit peu. Exactement. Ouais. Alors voilà, c'est l'exercice qui n'est pas toujours aisé puisque c'est un exercice qu'on fait sur une photo, en fait, des performances à un moment donné. Qui n'est pas le reflet de la gestion sur du long terme, hein. On peut comparer ça peut-être à un film. Là, on est vraiment sur un moment. Donc, je vous présente ici les performances des profils arrêtés, audités au 31 octobre. Ce sont les dernières qui sont publiées et communicables et disponibles. Voilà. Et donc là, vous voyez ces performances, elles sont en ordre dispersé. Et ça, c'est assez rare, puisque j'aime présenter, et si vous suivez un peu les bourses au focus, vous m'entendez souvent parler de la hiérarchie du risque. Et généralement, on parle du respect de sa hiérarchie du risque. Et là, vous le voyez, finalement, ça n'a pas été le cas sur cette période, ces 3 premiers trimestres de l'année 2024. Notamment entre un prudent qui, en fait, est un petit peu mieux placé que l'équilibre. Hein. Exactement, oui. Tout à fait. Donc, on a des performances de 2,81 pour le prudent, 2,26 pour l'équilibre, 3,75 pour le profil dynamique, qui est plus performant que le profil responsable. Donc, il y a moins d'actions et plus de performance. Là, vous voyez assez nettement cette touche de diversification internationale qui a été placée dans le dynamique, a permis de générer une surperformance dans ce profil. Peut-être que c'est intéressant d'augmenter un petit peu l'échelle, d'augmenter un petit peu la vision et de voir les performances depuis la création du produit. Exactement, donc c'est vrai qu'on est à quasiment 2 ans du lancement de cette offre. Et donc le lancement a été réalisé le 20 octobre 2022. Donc j'ai repris à date anniversaire pour pouvoir présenter ces performances sur 2 ans. Et là, du coup, la hiérarchie du risque est respectée. On a bien ces profils prudents qui sont un peu moins performants que l'équilibre dynamique et responsable. C'est surtout le profil responsable qui est performant. Donc des performances qui s'étalent de 13% à 28% pour le profil responsable. Là, on voit bien cette idée de se dire que sur du long terme, lorsque l'on prend un peu plus de risques sur des portefeuilles et qu'on tient ses positions sur du long terme, on a une capacité d'aller chercher de la performance. On dit aussi quelquefois, beaucoup de nos clients ont tendance à se focaliser sur le court terme, et notamment quand la performance n'est pas autant à la hauteur de leurs attentes, il faut parfois dézoomer un petit peu et prendre un petit peu de temps. Thomas, vous vouliez ajouter quelque chose ? On le rappelle, ces profils ont des horizons de placement recommandés. Oui. On voit le profil prudent a un horizon de placement recommandé de 2 ans ou plus. Donc on voit sur 2 ans, le profil prudent joue parfaitement son rôle. Et alors que les profils équilibrés, dynamiques et responsables ont eux des profils d'investissement recommandés supérieurs à 5 ans. Donc on se place, le produit n'a même pas encore la vie de l'horizon de placement recommandé. Donc il faut bien avoir en tête quand on investit sur ce type de produit, on est sur des horizons de placement qui sont plutôt longs. Et donc il faut aussi laisser du temps au produit. Oui. Il faut laisser le temps au temps, comme disait un ancien président de la République. Allez, quelques questions avant qu'on passe à la suite, parce qu'il y en a beaucoup qui sont tombés. AI ou Al nous demandait les 150 000 € de plafond, c'est libre et profilé ou chacun ? Oh non, ce serait trop beau. 150 000 € de plafond, c'est le versement sur le compte espèce. Voilà. Ensuite, avec ces 150 000 €, vous faites ce que vous voulez. C'est ça. Si jamais vous avez une énorme performance, votre PEA il peut monter jusqu'à plusieurs millions d'euros. On en a parmi nos clients, mais c'est vraiment les virements entrants que vous faites depuis votre compte courant vers le PEA. Dans ce cas, elle espérait pouvoir créer une poche en gestion libre à 150 000 et une poche en gestion profilée à 150 000. Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Le même nous demande, y a-t-il des frais pour un changement de profil ? Je crois qu'on avait répondu. Il n'y en a pas. Hein, voilà.
Allez, quelques questions encore. Attendez, hop là, voilà. La gestion profilée, question intéressante de Léo, est-elle également disponible pour le PEA-PME? Alors, c'est pas vraiment le sujet de ce soir, peut-être une réponse rapide quand même pour Léo. Alors la réponse est non. Ouais. Il n'y a pas d'offre profilée sur le PEA-PME du fait de l'univers d'investissement qui rend une gestion profilée beaucoup plus complexe pour un gérant. Bon. Question de Barbou. Le contenu d'un profil change plusieurs fois par jour en fonction de la conjoncture. C'est intéressant cette question et on va vous y répondre parce que justement, on a dit qu'on confiait les clés du camion à David Olivier, mais on va voir comment il le conduit justement. C'est le moment dans ce webinaire Vie ma vie de géant. On va vous demander un petit peu à quoi vous passez vos journées, David Olivier, comment ça marche, la sélection de valeurs et finalement la gestion au quotidien de ces profils. Ouais. Eh ben, je vais tout vous raconter. Tant mieux. Là, en fait, une journée d'un gérant, ça se passe comment? Ça se passe déjà, on arrive au bureau relativement tôt et on commence notre journée par un morning meeting. C'est important de discuter entre nous, de finalement comment s'est clôturé les marchés aux États-Unis, comment s'est passé les marchés en Asie. De voir comment ça se prépare. Et avant l'ouverture, de voir un peu la tendance qu'on peut ressentir. Parfois, elle est un peu faussée, mais ressentir au moins la tendance de la journée. Regarder ensemble les données qui vont sortir dans la journée. Hein. C'est juste parfois les indicateurs. On a surveillé l'inflation exactement. Ou les PMI. Ce sont d'autres indicateurs de confiance, qui peuvent justement être un élément qui va perturber la journée ou à l'inverse, justement donner un peu plus de respiration. Donc voilà, ce morning meeting est un point très important. On utilise également la matinée pour passer des ordres sur les portefeuilles, puisque nous sommes, comme on l'a peut-être déjà exprimé, mais je le répète aujourd'hui, nous avons une gestion avec des fonds d'investissement. Donc ces fonds d'investissement ont des cut-off, comme on dit. Ce sont des moments de la journée où on peut, jusqu'à une heure à laquelle on peut investir. Généralement, c'est autour de midi. Donc, je dois passer mes ordres avant midi sur ces portefeuilles. Peut-être la slide avec cette pyramide inversée là qu'on a. Voilà, merci beaucoup. Et donc, ça, c'est justement pour répondre à cette question. On peut réaliser des arbitrages, on peut réaliser des opérations. Je travaille tous les jours les portefeuilles, donc il y a des ajustements qui sont quotidiens. Et j'utilise aussi beaucoup d'ETF pour aussi piloter le portefeuille. Et ça, je peux passer mes ordres toute la journée, puisque je peux attendre jusqu'à 17h35 pour faire exécuter ces ordres. Donc, ce sont des gestions pédagogiques, les ETF, donc des fonds cotés en continu, qui répliquent la performance d'un indice. Exactement. Qui s'échangent aussi simplement qu'une action. Exactement. Voilà. Tout dit. Bon, les questions et les réponses. Il va être co-conducteur du camion avec moi. Non, je vous laisse, l'exercice c'est trop difficile. Et donc, effectivement, vous avez peut-être une slide, une planche qui apparaît à l'écran et qui reprend notre méthode d'investissement. Alors cette méthode d'investissement qui est appelée top-down, une approche qui part du haut et qui descend jusqu'au portefeuille, nous travaillons, et lorsque nous créons en fait les allocations de notre portefeuille, sur des prévisions, sur des scénarios économiques qui nous sont transmis par Amundi Investment Institute, qui est une entité du groupe dans laquelle nous avons nos stratégistes et nos macroéconomistes et avec qui nous communiquons régulièrement pour avoir ces tendances de marché. C'est important puisque c'est à partir de cela qu'on va créer ces allocations stratégiques d'actifs. C'est l'idée de quel est le poids que l'on va avoir d'actions dans les portefeuilles, de monétaire, les équilibres que l'on veut avoir. Et voilà, on va descendre de plus en plus précis en fait, dans la constitution de cette allocation. Une fois qu'on a cette revue stratégique, on va chercher les secteurs géographiques, les styles et même les secteurs industriels dans lesquels on veut investir. Tout ça pour finir par la sélection de l'OPCVM ou de l'ETF que l'on a intégré dans le portefeuille. Bien évidemment, et je précise toujours ça, c'est important, nous avons également notre risk manager qui regarde si je ne fais pas n'importe quoi. D'accord. Donc ces portefeuilles sont couverts par une gestion du risque, évidemment.
On va passer dans le détail des différents profils, mais on a deux questions qui se ressemblent. Celle de Yann qui avait été posée au moment de l'inscription, qui nous demandait, j'aimerais savoir dans quelle action ou autre sont placés mon PEA profilé. Une question de Michel qui tombe en direct. Les titres sous gestion profilée sont-ils visibles sur le PEA comme ceux en gestion libre ou pas du tout? En gros, ils aimeraient bien savoir ce qu'il y a au sein des profils. C'est possible ça ou pas? Alors, c'est une bonne question, j'y réponds tout de suite, comme ça j'élude. Effectivement, nous n'avons pas la transparence, nous n'avons pas la possibilité d'offrir à nos clients cette transparence dans le PEA. Donc effectivement, le client investisseur qui va souscrire au PEA profilé aura une position PEA profilé et le nom du support qu'il aura choisi, mais il n'aura pas effectivement la possibilité de voir la composition du portefeuille. Il y aura les bourses au focus, donc tous les scripts, voilà, les rubriques vidéo. Informations dans les rapports de gestion. Exactement, les rapports de gestion que je m'emploie à essayer de bien écrire, dans lequel on a également un petit commentaire de gestion tous les mois. Et effectivement, vous aurez dans ce document-là les 10 positions principales du fonds et donc cette vue de notre allocation. Donc c'est important, peut-être que l'on peut aborder la question justement des profils. Lorsqu'on parle du PEA profilé offensif responsable, allez, on va commencer. C'est un profil dans lequel, donc, nous l'avons évoqué, il y a 90% d'actions, 10% de monétaire. Et comme vous voyez peut-être à votre écran, il y a donc 66% d'OPCVM dans ce portefeuille et 34% d'ETF. Nous avons une répartition également, puisque je l'avais déjà précisé dans d'autres réunions, mais c'est important de le rappeler, nous avons une architecture ouverte dans ce PEA. Ça veut dire que Amundi a les clés du camion, oui, mais nous nous appuyons aussi sur des stratégies qui seraient offertes chez d'autres sociétés de gestion. Pour le dire simplement, je n'ai pas forcément que des fonds Amundi dans mon profil. Exactement, il n'y a pas que de l'Amundi. On sait aussi aller chercher parfois cette stratégie qui n'est pas développée chez Amundi et que l'on peut retrouver chez une autre société de gestion. Et donc vous voyez cette répartition fonds externes, fonds internes, elle est quand même assez importante puisque nous avons 60% de fonds externes dans le fonds, 40% de fonds internes. Vous l'avez dit, sur les performances, on parle de l'offensif responsable, c'est une photo arrêtée à date. Jean-Marc, qui nous a posé une question au moment de l'inscription, nous dit, voilà, je suis en moins-value depuis que je l'ai acquis en juin 2024, donc c'est très très récent. Ouais. Quel événement pourrait inverser la tendance de cette OPCVM? Déjà, on pourrait répondre le temps, puisqu'on parlait des horizons d'investissement. Voilà, et dire effectivement qu'il faut garder en tête ces 2, 3, 5 ans pour les profils quand ils sont investis. Exactement, je ne sais pas sur quel profil il est investi. Offensif responsable. Offensif responsable. Donc l'offensif responsable, effectivement, c'est le profil, Thomas l'a bien évoqué tout à l'heure, on est sur le profil le plus offensif, donc les durées d'investissement recommandées, c'est 5 à 7 ans. Il peut se passer pas mal de choses entre-temps. Ce qui est intéressant, et c'est un point qu'on a l'habitude aussi d'exprimer, et moi en tant que professionnel de la gestion, je prône ce point-là, c'est aussi d'avoir un investissement programmé, de pouvoir essayer de lisser aussi un peu ses points d'entrée. Malheureusement, juin 2024, alors ça dépend des début juin ou fin juin. Il s'est passé mois qu'on suivi aussi. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses pendant cette période-là. Le point d'entrée n'est pas peut-être très heureux, mais sur une très longue période, on sait qu'on lisse aussi ces points. Les portefeuilles ont une capacité de rebondir, et même sur le PEA profilé offensif responsable qui est très européen, hein, vous le voyez sur la slide, vous avez 68% d'Europe ex-France, c'est-à-dire sans la France, et 32% d'actions françaises. Donc c'est vrai que ce profil est très typé européen, mais nous avons encore de l'espoir sur la zone et aussi sur le profil responsable. C'est vrai que les actifs type ESG, investissement durable, ont un peu pâti de la hausse des taux. Le phénomène est en train de s'inverser petit à petit. On voit bien aux États-Unis comme en Europe, on est plutôt dans une tendance de baisse de taux. L'inflation a été jugulée. En tout cas, en Europe, c'est vraiment le cas. Donc, ces actifs vont reprendre un peu d'intérêt auprès des investisseurs. La transition climatique est un élément majeur et sur lequel on doit se pencher. Et donc, ces actifs devront retrouver de l'attrait des investisseurs dans les mois ou les années à venir. On passe sur le dynamique. Dynamique. Alors, le profil dynamique, vous le voyez, 82% d'actions, 18% de monétaire, une répartition OPC
ETF qui est donc 55% d'OPC, donc de fonds d'investissement, oui. et 45% d'ETF. Et là, une répartition externe-interne qui est toujours de 60% de fonds externes, 40% de fonds internes. Par contre, ce qui est intéressant dans ce profil, alors je regarde parce que Thomas est devant. non, je t'en prie. Voilà. Il a pris sa présentation. Voilà, j'ai mes présentations sous les yeux. On a une répartition, cette fois-ci, plus diversifiée. Oui. Et c'est ce message que j'avais voulu porter aussi. Dans ce portefeuille, vous avez 39% d'Europe, sans la France. Alors, juste une petite précision qui est importante. Ici, vous avez la ventilation des 82% d'actions. Oui. Donc la C'est pas somme... 100% Voilà. de l'allocation. C'est pas 100% de l'allocation, mais c'est 100% des 82%. Oui, très clair. Donc voilà, c'était juste ce petit point. Donc 39% d'Europe, 28% d'États-Unis dans ce portefeuille, 19% de France, des émergents à hauteur de 9% et 5% de Japon. Donc il y a vraiment une diversification internationale. Juste David Olivier, pour ça, pour les gens qui n'ont rien, mais attendez, moi je suis perdu, ils nous ont promis de l'Europe, là une part de diversification internationale. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Que grâce à des instruments financiers, oui, vous arrivez, tout en restant dans le cadre du PEA, à répliquer, modeler la performance des marchés internationaux. C'est ça la formule, si je puis dire? C'est tout à fait ça. En fait, nous avons la chance de pouvoir, au sein du groupe Amundi, bénéficier de l'expertise d'Amundi ETF. Amundi ETF est une entité du groupe qui travaille depuis très longtemps sur les ETF et notamment sur les ETF PEables. Et la gamme d'ETF PEables chez Amundi est très large. Nous avons plus de 100 instruments qui nous permettent d'investir au travers du PEA dans un ETF. Et cette gamme est tellement riche que nous avons également diversifié ces actifs et nous avons la possibilité d'avoir un ETF PEable, oui, excusez-moi qu'on peut intégrer terme, dans le PEA. voilà, Oui, qu'on peut intégrer dans le PEA, c'est un terme dire. marketing peut-être. Non, Voilà, un ETF très compréhensible. PEable qui a une exposition aux États-Unis, qui peut avoir une exposition en Inde, en Chine ou dans les pays internationaux, comme par exemple les actions MSCI World internationales. Donc voilà, et c'est pour ça que vous allez retrouver dans ce profil une exposition internationale dans le PEA profilé dynamique. Bon, dynamique, on passe à l'équilibre. Alors l'équilibre, nous avons donc une répartition à 54% d'actions, 46% de monétaire. Donc là, cette fois-ci, nous avons un peu plus de fonds. Il y a 70% de fonds, 30% d'ETF. Et une répartition toujours fonds externes, fonds internes de 60% de fonds externes, 40% de fonds internes. Et également, cette fois-ci, alors de manière un peu plus mesurée, une diversification internationale dans ce portefeuille, 41% d'Europe hors France, 25% d'États-Unis, 21% de France, 10% d'émergents et 3% de Japon. Bon, voilà. Donc ces portefeuilles peuvent être investis sur, comme on l'a évoqué, des fonds communs de placement classiques, Amundi ou d'autres sociétés de gestion. Et donc il y a une proportion d'ETF qui permet aussi de faire bouger les lignes de ce portefeuille très rapidement. C'est important pour nous d'avoir ce genre d'instrument. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est coté toute la journée, oui, en continu. Ça permet d'être très réactif. Et ça permet d'être très réactif. Un petit mot sur le prudent pour finir. Oui, allez, rapidement, comme ça on peut... Oui, parce que je vois aussi que les questions crépitent sur la tablette. Il y a Pat qui s'inquiète, qui dit « Je repose ma question qui n'a pas été posée ». Pat, elle est là sur ma tablette, je vais la poser. Donc je conclus sur le PEA profil prudent, 18% d'actions, 82% de monétaire. Et là également une exposition internationale qui est plus marquée, parce que cette poche est plus restrictive. Donc on a 43% d'Europe, 41% d'États-Unis, 13% d'émergents et 3% de Japon. Voilà, vous avez tout maintenant sur le détail de l'allocation de ces PEA profilés. Et comme on l'a dit, pour ceux qui voudraient faire pause sur un profil, avoir le temps de bien lire, tout comprendre, le webinaire il sera dispo en replay d'ici quelques jours. Vous pourrez vous arrêter sur les profils qui vous intéressent ou qui vous semblent le plus pertinent pour vous. Thomas, une fois qu'on a dit tout ça, la question logique qui arrive, c'est comment souscrire? Exactement. On en a déjà un petit peu parlé, mais on va revenir un petit peu sur ces questions-là. Donc, évidemment, la première chose à faire pour pouvoir souscrire à l'offre du PEA profilé, c'est d'avoir un PEA chez Boursorama. Voilà. Première chose. Donc, on ouvre son PEA. Alors, oui. Mais... Vous m'avez fait peur, j'ai dit mince. Non, mais il y a plusieurs... Parce que potentiellement, vous pouvez avoir aussi un PEA ailleurs, déjà. Oui. Donc, si vous souhaitez avoir l'offre des gens profilés, le PEA, c'est un produit qui est transférable. Donc, on peut aussi
Donc la première option, on va dire, c'est d'avoir un PEA qui est à l'extérieur, que vous souhaitez donc rapatrier chez Boursorama. Pour ça, on a un parcours de mobilité qui est extrêmement simple, puisqu'il suffit que vous indiquiez le RIB de votre PEA, l'IBAN de votre PEA détenu en externe, dans un parcours, et ensuite Boursorama s'occupe de tout. Et petit aparté que je fais à chaque fois, il en a un. C'est-à-dire que quelquefois, vous demandez à votre chargé de clientèle dans votre banque, il vous dit « ça n'existe pas ». Si, il faut insister pour obtenir cette information. Il existe le RIB du PEA ou de l'IBAN. Ouais. Soit vous la trouvez donc sur votre courtier en ligne, sur votre banque traditionnelle, soit vous la demandez à votre conseiller, ou pour certains acteurs, il s'agit d'un IBAN générique, mais généralement, l'information est trouvable assez facilement. J'en profite aussi pour peut-être faire un petit instant de publicité, puisque jusqu'à samedi, on a une offre de transfert de PEA ou de PEA-PME. Donc si vous rapatriez un PEA dont la valorisation est supérieure à 1 000 €, on vous offre 100 €, en plus de vous rembourser 2 fois les frais de transfert. Parce que parfois, effectivement, les établissements qui voient leur PEA sortir prélèvent des frais de transfert qui dépendent parfois du nombre de lignes détenues ou bien des frais fixes qui peuvent être assez élevés. Pour ça, on les rembourse 2 fois. Donc là, pas d'inquiétude si c'est un frein pour vous. Donc, PEA transféré, donc vous avez un PEA chez Bourso. Si vous n'avez pas de PEA du tout encore, vous pouvez ouvrir un PEA chez Boursorama en quelques clics. C'est sans prise de tête, c'est marqué sur la slide. C'est sans prise de tête et vous pouvez l'ouvrir avec uniquement 10 €. D'accord. Donc, pour ouvrir le PEA. Le PEA profilé, vous avez besoin de 100 €, mais pour ouvrir le PEA, pour commencer à faire, comme on dit, pour prendre date, donc pour commencer à faire courir le compteur fiscal, c'est uniquement 10 €. Donc là, vous avez ouvert votre PEA chez Boursorama ou bien vous l'avez transféré. Ça y est, vous avez votre PEA. Pour souscrire à la gestion profilée, c'est très simple. Vous vous rendez dans votre compte PEA et vous cliquez sur le bouton gestion profilée, très simple. Et là, on l'a dit, pour souscrire, vous avez d'abord quelques questions qui permettent de déterminer votre profil investisseur. Et en fonction des réponses, on va vous conseiller l'un des 4 profils. C'est possible de ne pas suivre le conseil, évidemment, c'est jamais recommandé. Jamais souhaitable. Il vaut mieux quand même. Vous avez tout de même la liberté de choisir notre profil, mais évidemment, on vous conseille de choisir le profil qui correspond aux réponses que vous avez données dans le questionnaire. Et ensuite, donc 100 € à l'ouverture et la possibilité immédiatement de mettre en place des versements libres programmés à partir de 20 € seulement. Très très rapide sur les versements libres programmés. Ce seront des investissements en fait, qui vont passer tous les 5 du mois sur le profil. Et aussi, petite précision, j'anticipe peut-être des questions, ces versements libres programmés seront alimentés à partir de la poche espèce du PEA. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de versement libre programmé à partir d'un compte courant. C'est le versement libre programmé ira chercher donc, des euros détenus on a écouté un peu votre dans le compte espèce. Au début, c'est plutôt sensé. Voilà pour ces explications. Alors vous êtes affûtés parce qu'il est 19h23. Il y a pas mal de questions qui sont tombées. Je vais vous demander d'être synthétique, messieurs. Il y a pas mal de questions pour vous, Thomas, un petit peu dans la droite ligne de ce que vous venez de nous expliquer. Notamment Fred qui a été patient parce qu'il a posé cette question relativement tôt. Lors d'un transfert de PEA, la date anniversaire est-elle impactée? Question importante parce que vous nous avez expliqué qu'il fallait, s'il y avait cette période de 5 ans pour bénéficier d'une fiscalité optimisée. Mais est-ce que si je change de PEA pour aller chez Boursorama, paf, je repars au début? Justement, c'est tout l'intérêt de transférer et non pas de faire une clôture réouverture. C'est que vous conservez ce qu'on appelle l'antériorité fiscale, donc c'est-à-dire la date à laquelle vous avez ouvert votre PEA. En revanche, évidemment, vous conservez aussi le plafond. Donc si vous avez déjà consommé une partie du plafond 150 000 €, tout votre historique reste. C'est uniquement l'établissement gestionnaire de votre PEA qui va changer, mais ensuite, tout ce que vous avez fait avant reste sur votre PEA. Patrick nous demandait, les 5 ans comptent globalement à partir de la date d'ouverture ou c'est la date de chaque versement qui compte? Non, c'est la date d'ouverture. La date où votre premier versement de 10 € seulement permet de faire courir, justement, de démarrer cette date, ce délai des 5 ans. Donc c'est pour ça on conseille souvent de commencer le plus vite possible, même si vous ne pouvez pas encore investir tout de suite. Prenez date sur votre PEA, comme ça il aura 5 ans. C'est ce qu'on appelle prendre date, c'est-à-dire commencer à faire courir, entre guillemets, ce délai fiscal. Ce qu'on peut dire quand même, Thomas, aussi, c'est que prendre date, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Derrière, il faut aussi commencer à investir parce que ça ne sert à rien de se retrouver au bout de 5 ans d'avoir un PEA qui est désormais prêt à donner tout son potentiel si à un moment on ne s'y est pas intéressé. Évidemment, c'est que le premier pas et souvent c'est ce qu'on fait. Et parfois on se rend compte qu'on a des PEA qui ont plusieurs dizaines d'années sur lesquels il y a uniquement un seul versement. C'est la première étape. Il n'est pas indispensable d'investir tout de suite si on n'a pas les moyens, mais le mieux c'est de commencer
tôt avec des petites sommes pour, comme on l'a dit, lisser les points d'entrée et puis aussi s'acclimater avec cette démarche d'investissement, de constitution de patrimoine, puisque plus on commence tôt, plus on fait les erreurs tôt avec des petits montants et ensuite on est un peu plus aussi aguerri lorsque les événements de marché arrivent. C'est intéressant et c'est une transition toute trouvée parce qu'on a deux questions un petit peu similaires. Celle de Florian qui est tombée en direct. La gestion profilée est-elle accessible au PEA 18-25 ? Et celle de Brandon qu'on a reçue au moment de l'inscription. Quelles seraient les démarches idéales lorsqu'on commence à investir en tant que jeune étudiant ? C'est intéressant, les jeunes investisseurs ont dit qu'ils ne s'intéressent pas à la bourse. C'est pas tout à fait vrai. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller justement ? Bien justement, le PEA jeune, on peut peut-être expliquer très rapidement ce que c'est. Rapidement. Donc, ça a été créé en 2019 parce qu'auparavant, il y avait une notion de foyer fiscal dans le PEA. Donc, si les adultes, on va dire, du foyer fiscal dans les cas les plus fréquents avaient déjà un PEA, il n'y avait pas la possibilité d'ouvrir un PEA pour un jeune majeur qui était encore rattaché au foyer fiscal de ses parents. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, il s'appelle le PEA jeune. Il y a une notion spécifique, c'est qu'il y a un plafond de versement qui est seulement, entre guillemets, de 20 000 euros. Mais il est accessible dès 18 ans, même si vous êtes rattaché au foyer fiscal de vos parents. Et à l'âge de 25 ans, il va automatiquement se transformer en PEA classique. Donc en fait, finalement, le plafond va passer de 20 000 à 150 000 euros. Donc, pour répondre à la question de Brandon, donc effectivement, le PEA, c'est vraiment une enveloppe idéale pour démarrer l'investissement pour les jeunes, parce que c'est une enveloppe de très long terme, dans lequel, contrairement par exemple, au plan d'épargne retraite, vous n'êtes pas bloqué jusqu'à la retraite, il n'y a pas d'effet de tunnel, ou contrairement à l'assurance vie, par exemple, vous n'avez pas de frais de gestion qui sont ponctionnés tous les ans, donc vous avez ou sur le long terme, ces frais peuvent être assez importants. Le PEA jeune, mais ensuite PEA, c'est vraiment un moyen très simple de commencer l'investissement. Et puis, on l'a dit, hein, le PEA profilé, c'est 100 euros de versement initial et c'est à partir de 20 euros par mois. Donc, c'est aussi un bon moyen de démarrer si on ne souhaite pas… un placement accessible. Voilà, placement accessible et puis aussi un placement où, voilà, on l'a redit, hein, on confie les clés du camion, donc il n'y a pas… peut-être l'univers d'investissement du PEA, il est très large. Ça permet aussi de se décharger mentalement de cette gestion. Et bien justement, on va reposer une question au conducteur du camion. On va faire coup double d'ailleurs. Pat qui s'inquiétait. Je repose ma question qui n'a pas été posée. Pourquoi le profil prudent fait mieux que le profil équilibre depuis 2024 ? Merci d'y répondre. On va y répondre, Pat. Et une question de MG qui nous dit on n'a pas pu voir la diapo du profil prudent. Ça tombe bien, je propose que nos magiciens de la régie fassent coup double et que à la fois vous répondiez à la question et qu'on réaffiche ou qu'on affiche en même temps la slide du profil prudent. La parole est à vous, David Olivier. Exactement. Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'effectivement, lorsque la hiérarchie du risque n'est pas respectée, ça interroge beaucoup plus. Et donc, ce prudent a été plus performant puisque on voit, donc peut-être pas sur la slide, pas à l'écran encore, mais… Si, c'est bon. C'est bon, super. Donc, la composition en fait, de la poche de 18% a été plus exposée à l'international. Vous voyez, à 41% d'actions américaines dans ce profil, contre 43% d'Europe. Un peu d'émergents qui a aussi été assez performant, puisque dans ces 13% d'émergents, il n'y a pas que la Chine, évidemment, il y a de l'Inde, et l'Inde qui a très bien performé sur la période. Le Japon, ça reste aussi une très bonne performance. Donc c'est vrai que globalement, dans ce portefeuille, vous avez, même si c'est sur 18% d'actions du portefeuille, vous avez une structure diversifiée qui est plus forte, et donc qui a été plus performant. Et dans les 82%, vous avez du monétaire et également un peu de… Excusez-moi le jargon. Le jargon, il y a des dérivés de taux. Et ces dérivés de taux ont apporté une performance parce qu'on ne peut pas, dans les 82% de monétaire, ne laisser que du monétaire pur. Oui. Mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, le monétaire pur, c'est entre 3 et 4% de performance. Donc finalement, au vu… de la sous-performance des indices français notamment et un peu européens, effectivement avoir un actif qui rapporte entre 3 et 4%, c'était une très belle affaire sur le prudent. Et voilà, accumuler ces petits décalages ont fait que le profil prudent a une meilleure performance que le profil équilibre. Et c'est des surprises de marché qui peuvent arriver. Oui. Notamment, on l'a vu sur les marchés obligataires. En 2022, effectivement. Voilà. Donc, on l'a largement commenté. Pat, le même, je pense, peut-être nous demande, est-ce qu'il y a-t-il des frais supplémentaires pour le PEA profilé ? Frais supplémentaires, le PEA Bourse-Banque, il n'y a pas de droit de garde. Donc, il n'a tellement pas l'habitude des frais, Thomas, qu'il reste un petit peu surpris à chaque fois. Non, il n'y a pas de frais. Les seuls frais sont les frais du sous-jacent, donc les frais sous-jacents au fond. Exactement. Transition toute trouvée avec question de Johan et de Mario. À quel moment s'appliquent les frais de gestion du PEA profilé ? Même question de Johan, les frais de gestion sont prélevés quand et comment ?
Alors, les frais de gestion, ils sont prélevés tous les jours. C'est dans un cadre classique de fonds d'investissement. Voilà, les frais sont prélevés un peu tous les jours. Bon, question posée par Jean-Marc au moment de l'inscription, je la trouve intéressante. On a finalement assez peu parlé fiscalité ce soir. Il nous demandait, j'aurais une question sur la partie succession et la fiscalité pour les héritiers. Est-ce la bonne solution pour transmettre à ses enfants? C'est un domaine qu'on aborde assez peu finalement. C'est une excellente question, oui. Puisqu'on le répète souvent, le PEA, c'est une enveloppe idéale pour se constituer un patrimoine. C'est une enveloppe idéale à ouvrir jeune pour ensuite, sur toute sa vie, pouvoir s'exposer aux marchés actions qui, sur le long terme, sont historiquement très performants. Mais il est vrai, le PEA, ce n'est pas non plus le produit qui permet de tout faire. Et on va dire, pour la succession, ce n'est pas forcément le produit le plus adapté. On va peut-être expliquer très rapidement et rentrer un petit peu dans les détails, mais du fonctionnement du PEA, enfin du fonctionnement d'une succession pour un PEA. Donc, dans un PEA, on ne peut pas donner un PEA. On ne peut pas faire de donation. Donc, de son vivant, le PEA reste propriété de son titulaire. On peut faire avec un compte titre, je crois. Ce qu'on peut faire avec un compte titre, et puis, oui, notamment qu'on peut faire avec un compte titre. Et on peut aussi faire du démembrement, etc. Mais non, on va pas rentrer dans les détails. Ne perdez pas, Thomas, restez concentré. Le PEA reste donc propriété de son titulaire. Ensuite, un PEA ne peut pas être, on ne peut pas non plus hérité d'un PEA, dans le sens où, au décès du titulaire, le PEA est forcément clôturé. D'accord. On n'a pas aussi la possibilité de désigner des bénéficiaires, comme ça peut être le cas pour l'assurance vie. Où l'assurance vie, vous allez désigner des bénéficiaires qui vont bénéficier, par définition, de certains avantages, notamment en termes d'exonération de droits de succession. Et il n'y a aussi aucun abattement. Donc ça, c'est encore un terme de succession où vous avez certains actifs dans lesquels vous avez des abattements qui vous permettent justement de réduire cette assiette imposable. Donc toutes ces choses-là sont impossibles avec le PEA. Donc comment se passe une succession avec un PEA? Donc, pas clôturé, si j'ai bien suivi. Alors lors du décès du titulaire, donc le PEA est automatiquement clôturé. D'accord. Et donc les prélèvements sociaux sont dus. Donc les 17,2% sont payés, on va dire, au décès. S'il a plus de 5 ans, j'imagine. Oui. Sur la valeur, s'il a moins de 5 ans, évidemment, vous êtes imposé au régime normal de 30%. Donc s'il a plus de 5 ans, donc le PEA est clôturé donc la date de valeur et la date du décès du titulaire. Les prélèvements sociaux sont dus et ensuite la valeur donc défalquée des prélèvements sociaux entre dans la masse successorale du défunt, c'est-à-dire qu'elle va rentrer dans son actif successoral avec tout le reste, tout ce qu'elle possède, et les héritiers vont pouvoir se partager on va dire ce qui est issu de ce PEA. Donc ce qui peut être issu de ce PEA, ce sont deux choses. Donc les titres, évidemment, si le PEA avait des titres, par exemple des titres du PEA profilé par exemple. Donc là, ces titres sont transférés sur un compte titre ordinaire dévolu à la succession spécifique. Et là, les héritiers vont pouvoir choisir est-ce qu'ils souhaitent conserver ces titres. Donc là, si c'est le cas, ces titres vont être partagés donc, entre les différents héritiers et vont être transférés vers des comptes titres uniquement des héritiers. Ou bien ils peuvent décider de vendre ces titres et auquel cas ils récupéreront uniquement les espèces. Et la poche espèce du PEA, elle, va être intégrée au compte courant du défunt et va rentrer dans la succession en tant qu'euro classique, on va dire, et que vont se partager les héritiers. Évidemment, comme on l'a dit, il n'y a pas d'abattement. Donc toutes ces sommes, que ce soit des titres ou les euros, vont rentrer dans la masse successorale et donc vont être imposées selon les droits de succession classiques, selon les montants, selon le statut des héritiers, s'ils sont des enfants ou des héritiers plus lointains. Donc en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que la succession, alors déjà la succession, ça peut être compliqué, c'est compliqué en général, mais la succession d'un PEA, on le voit, il y a beaucoup d'étapes, c'est un petit peu compliqué. Donc le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est que déjà, il faut essayer d'optimiser la succession et le PEA n'est pas une enveloppe optimisée pour la succession. C'est vraiment l'enveloppe. C'est peut-être la première. C'est l'enveloppe idéale pour se constituer un patrimoine, mais pas pour le transmettre. Et puis pour toutes ces questions-là, on peut aussi consulter un professionnel de ces questions, par exemple un notaire, qui vous permettra de vous orienter peut-être vers des solutions de type donation, de type assurance vie, de type compte titre, avec des optimisations qui sont possibles. Le mieux, c'est d'anticiper, puisque le régime, on va dire, légal français est la fiscalité est assez forte, mais il existe beaucoup de solutions si on s'y prend assez à l'avance pour optimiser ça. Anticiper. Réponse un peu technique, mais très utile, puisque c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde assez peu. Je vois que ma tablette est vide. Est-ce qu'en régie, on a encore quelques questions? N'hésitez pas à me le hurler à l'oreille, parce que je vous entends très faiblement. Oui, non? Suspense intense. J'entends plus personne. Ils sont partis en régie.
Non, je pense qu'on a répondu à l'essentiel des questions. Merci à nos deux experts. Merci Thomas, merci David Olivier d'avoir présenté le PEA profilé, justement, ses profils, ses performances, tout ce qu'il fallait savoir sur la composition. Merci donc messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme je vous l'ai dit, le replay sera en ligne d'ici, allez, quelques jours. Ça dépendra de tout le monde. Hein. Et si on est rapide pour le mettre en ligne, je les remets un petit peu la pression. Restez avec nous encore quelques minutes, le temps de remplir un court questionnaire de satisfaction après le générique de fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt. Très bonne soirée.